Voilà, les péages sont-ils un frein au développement du ferroviaire en France? Ils sont parmi les plus élevés d'Europe. Ils devraient encore connaître une nouvelle hausse en 2024. Pointé du doigt par les défenseurs du train, le gouvernement a, semble-t-il, décidé de se saisir de ce sujet. Mais l'équation n'est pas simple. Comment faire pour baisser les prix sans pénaliser la modernisation du réseau? Une réduction des tarifs peut-elle être compensée par une hausse de la fréquentation? Doit-on s'inspirer du modèle italien? On va parler de tout cela avec vous, Arnaud Aimé. Vous êtes directeur général de SIA Partners France, spécialiste des transports. Vous allez nous présenter dans quelques minutes les principaux enseignements d'une grande étude réalisée pour l'AFRA. Roberto Rinaudo, bonjour. Président de Trenitalia France et président de la commission voyageurs de l'AFRA. Et Olivier Salès, je vais me décaler, je ne vous vois pas bien. Voilà. Directeur de la régulation sectorielle des transports, transport ferroviaire et RATP, à l'autorité de régulation des transports. Arnaud, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez, dans un premier temps, nous présenter les grands enseignements de cette étude. Avec plaisir. Merci Aurélie. Merci à l'AFRA, surtout pour nous avoir donné l'occasion de travailler sur ce sujet qui nous tenait à cœur. Et puis merci aussi aux nombreux contributeurs à cette étude qui se reconnaîtront dans la salle. Donc l'étude, on l'a nommée, si je lis bien, un choc d'offres pour stimuler le trafic. Alors ça, on sait que quand on augmente l'offre et quand on diminue les prix, il y a quand même un effet d'induction qu'on va vouloir un peu qualifier et quantifier, et atteindre un nouvel équilibre économique, c'est-à-dire que cette baisse de péage qu'on a simulée, on considère que ce n'est pas de l'argent en l'air, disons, mais que ça permet, après une première phase peut-être de déséquilibre qui nécessite un soutien financier des pouvoirs publics, qui permet d'atteindre ensuite un nouvel équilibre économique qui est bon pour l'ensemble du système ferroviaire, qui est bon pour les finances publiques et qui est bon pour l'environnement, évidemment. Alors, petite réserve, tout le détail se trouve dans la version longue, mais ce travail-là, on l'a concentré dans le temps. Ça a été un travail essentiellement durant cet été, donc ce n'est pas une thèse scientifique. Par contre, c'est largement inspiré d'un certain nombre de travaux scientifiques qui ont été menés en France et à l'étranger. Et ça nécessitera d'être approfondi, creusé, peut-être au travers des futurs travaux de l'inspection générale des finances, on l'espère. Juste pour pour se remettre tous dans le bain et dans le sujet, notre travail, donc, c'est sur le prix des péages acquittés pour utiliser le réseau grande vitesse en France. Quel est le problème? Alors, ce problème, il est loin d'être nouveau. Il n'est pas lié à la politique actuelle du gouvernement. C'est quelque chose qui dure depuis des dizaines d'années, depuis toujours, on pourrait dire même, en France. Il n'est pas non plus lié aux gestionnaires d'infrastructures qui exploitent ce réseau. C'est vraiment le système français. C'est pour ça que la première phrase commence par « La France a fait le choix ». C'est qu'il s'agit bien d'un choix collectif, politique, depuis des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, le prix des péages des lignes à grande vitesse, il est beaucoup plus élevé en France que chez nos voisins européens. Quand on ramène le prix au kilomètre, on obtient un chiffre de 18 € pour la France, contre 7 € pour l'Espagne ou 3,5 € pour l'Italie. Donc on voit qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Et pourquoi? Parce qu'en France, le choix a été fait de faire payer au travers des redevances les transporteurs pour le coût du réseau ferré, qui va au-delà du coût d'exploitation seul des lignes LGV seules. Donc il y a une contribution très forte là-dessus, et du coup il y en a moins de la part des pouvoirs publics que ce qu'on observe à l'étranger. Ce prix des péages élevé, c'est un frein au développement du ferroviaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un cercle vicieux qui se met en place. Un prix des péages élevé pratiqué par le ou les gestionnaires d'infrastructures, parce qu'ils n'ont pas le choix, ça provoque une restriction de l'offre, une focalisation de l'offre par les transporteurs sur les segments les plus rentables. Donc quand même une restriction de l'offre. Et comme il y a moins d'offres de trains, il y a moins de sillons qui sont achetés, donc il y a moins de revenus pour le gestionnaire d'infrastructure. Or, les coûts du gestionnaire d'infrastructure sont essentiellement des coûts fixes.
Et ce coût fixe, faut le répartir sur un nombre plus faible de péages, d'où une hausse à nouveau du niveau des péages. Donc c'est un cercle vicieux qui amène à ce que certains observateurs appellent le malthusianisme ferroviaire, c'est-à-dire une restriction de l'offre qui ne permet pas de profiter de l'ensemble du potentiel français. Je propose de passer sur la page suivante. La page suivante, c'est un focus sur le cas italien qu'on a pas mal observé, que je commenterai un peu, même si Roberto, je pense, pourra approfondir si nécessaire. Le cas italien, donc la concurrence est apparue déjà il y a un certain temps en Italie. C'est en 2010, me semble-t-il, qu'une entreprise ferroviaire a commencé à apparaître et est disparue peu de temps après. Et par contre, en 2012, il y a NTV, sous la marque commerciale Italo, qui est donc concurrent de Trenitalia, qui a commencé ses circulations en Italie. Dans les années qui ont suivi, l'État italien a provoqué une baisse du prix des péages, d'abord de 15%, puis de 30% supplémentaires. Et qu'est-ce qui a été observé ? Alors la slide n'était pas assez large pour voir tous les faits dans le temps, mais il y a eu une baisse initiale du montant des redevances perçues par le gestionnaire d'infrastructure, parce qu'au début, ce qui vendait unitairement était vendu moins cher, chaque péage. Mais ensuite, il y a eu un développement de l'offre ferroviaire par le nouvel entrant et aussi par l'acteur historique Trenitalia, et donc plus de péages vendus, et donc plus de redevances perçues par le gestionnaire d'infrastructure. Donc pour le gestionnaire d'infrastructure, un prix du péage plus faible, mais davantage de péages vendus, et au final, sachant que l'essentiel des coûts, encore une fois, est plutôt fixe, au final, un revenu supérieur après que ce qu'il était avant la baisse des prix du péage. Alors après, là, ce qui s'affiche sur la diapo, c'est à la fois les redevances de péage de lignes à grande vitesse et des lignes classiques. On a voulu sommer les deux pour tenir compte d'une éventuelle cannibalisation. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les circulations grande vitesse ont provoqué une baisse du volume des autres circulations. Bon, on a voulu neutraliser cet effet en montrant l'ensemble des revenus des péages. Alors après, comparaison n'est pas raison. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est interpréter et reproduire la mécanique qui a été mise en œuvre en Italie. Par contre, on n'a pas voulu reprendre nécessairement les chiffres, parce qu'on sait que le marché italien, particulièrement à l'époque, est différent du marché français aujourd'hui. Je parle de quoi ? Je parle notamment de la part modale du train, et de la grande vitesse en particulier, par rapport à la route ou à l'avion. On partait d'un point de départ en Italie où le réseau à grande vitesse était assez peu utilisé, où il y avait un nombre assez faible de trains, et donc potentiellement un gros potentiel de gain de part dans l'absolu de part modale pour le ferroviaire, alors qu'en France, on sait que le TGV est déjà très développé, qu'il y a beaucoup de circulation, que l'opérateur historique SNCF Voyageurs a lancé aussi une activité low cost qui permet encore d'intensifier tout ça. Donc on n'est pas dans la même situation et on n'a pas repris les mêmes chiffres. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce qu'on a voulu tester pour la France, la simulation qu'on a faite, ce n'est pas sur une baisse d'environ 40% du prix du péage, comme ça a été le cas en Italie, mais plutôt une baisse intermédiaire d'un niveau de 20% du prix du péage, parce qu'on se doutait qu'on n'allait pas pouvoir tirer autant de trafic supplémentaire que ce qui a pu être obtenu en Italie, vu qu'en France, on part d'un niveau déjà plus haut. Voilà, donc sur la page suivante, on montre un peu la mécanique qu'on a voulu reproduire. Si tu peux revenir juste avant. Merci. Donc la mécanique, c'est quoi ? C'est le prix du péage unitaire baisse. On a pris une hypothèse dans laquelle les entreprises ferroviaires répercutaient à moitié cette économie sur les coûts, les répercutaient à moitié sur le prix des billets. Sous-entendu, l'autre moitié, c'est pour faire de la marge supplémentaire. Et faire de la marge supplémentaire, c'est utile, pas nécessairement pour enrichir les actionnaires, mais pour avoir les moyens d'investir dans des rames supplémentaires. On en reparlera plus tard. Donc, baisse du prix du péage, l'économie qu'on répercute à moitié sur une baisse du prix du billet. Cette baisse du prix du billet provoque une induction, un nombre de voyageurs supplémentaires. Alors, il y a beaucoup d'études scientifiques, d'études académiques, d'études empiriques aussi,
qui ont été menées en France et à l'étranger par les acteurs ferroviaires et les économistes. Je ne vous détaillerai pas tous les chiffres, mais nous, on a considéré une élasticité prix alors déjà différenciée entre des compagnies ferroviaires traditionnelles, disons, et de compagnies ferroviaires low cost. Dans le monde du low cost, on suppose que les voyageurs sont davantage sensibles au prix et donc sont davantage réactifs, disons. Il y a plus d'induction quand le prix baisse. Première chose. Deuxième chose, les élasticités prix qu'on a utilisées sont celles qui nous semblaient faire plutôt consensus dans le secteur, sachant que nous, notre étude, et c'est d'ailleurs une limite à notre étude, elle s'intéresse à une cible intemporelle. On ne dit pas au bout de combien de temps tout ça va se passer. Donc sur les inductions, typiquement, on a pris en compte, pour ceux qui connaissent, un facteur plutôt autour d'un facteur 1, plutôt d'un facteur 0,5. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a considéré l'induction à moyen terme plutôt que l'induction à court terme. Autrement dit, quand il y a une hausse de l'offre ferroviaire, quand il y a une baisse des tarifs, ce n'est pas le lendemain que les voyageurs se mettent à courir. Il y a une certaine latence, une certaine inertie. Et si on regarde le résultat sur quelques mois ou sur une année, on est plutôt sur un facteur 0,5. Quand on regarde sur un horizon pluriannuel, là, on est sur une induction plus élevée. Et notre étude, elle se place bien dans cet horizon plus lointain, à horizon plusieurs années. Donc, il y a des voyageurs supplémentaires. Et comment les entreprises ferroviaires réagissent? Eh bien, elles peuvent réagir d'abord en augmentant la capacité de leur train. Donc, c'est soit des rames plus capacitaires. Bon, ça nécessite de commander de nouvelles rames industrielles. Donc, ça prend du temps. Soit, ce qui est plus facile, de passer d'US à UM. Autrement dit, quand l'entreprise ferroviaire fait circuler des TGV avec une seule rame, eh bien, elle colle une deuxième rame à la première rame. Et ça lui permet évidemment d'embarquer 2 fois plus de voyageurs sans payer plus de sillons. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est avec son matériel roulant, l'entreprise ferroviaire fait rouler un train supplémentaire, donc c'est un horaire supplémentaire, une fréquence supplémentaire, et donc un sillon supplémentaire. Évidemment, le premier scénario est moins favorable aux finances du gestionnaire d'infrastructure que le deuxième scénario. Dans le premier scénario, le GI, il ne perçoit pas de péage, de quantité de péage supplémentaire, contrairement au deuxième scénario. Cela dit, nous, sur cette cible à horizon de plusieurs années, c'est ce deuxième scénario qu'on favorise. Pour quelle raison? Parce qu'il y a déjà beaucoup de circulation. Alors, on n'a pas fait la simulation sur toutes les lignes à grande vitesse de France. On l'a fait sur du Paris-Lyon et sur le Paris-Strasbourg, qui ont des profils assez différents. Et sur le Paris-Lyon, par exemple, on a déjà une proportion de trains qui circulent en unités multiples, c'est-à-dire une rame accrochée à l'autre rame, qui est déjà importante. Donc le potentiel pour les transporteurs, de passer de une rame à 2 rames, il est quand même déjà beaucoup utilisé. Donc la possibilité pour les entreprises ferroviaires de continuer à augmenter la capacité de chaque train, on va assez vite atteindre une limite, ce qui nécessitera pour les EF, pour les transporteurs, de passer sur le deuxième scénario, c'est-à-dire, vu qu'il y a déjà une grande majorité de trains en UM, il faut ajouter des fréquences. Et là, à ce moment-là, il y a plus de consommation de péage auprès du gestionnaire d'infrastructure. Les résultats, c'est quoi? Alors, on ne les a pas tous fait apparaître ici. Donc, dans ce scénario 2, qui est le scénario pour nous de cible, le scénario de long terme, on a donc des redevances. Le déclencheur, c'est une baisse des redevances unitaires de péage de 20%. Donc ça, si on veut garder l'équilibre du gestionnaire d'infrastructure, son équilibre financier, c'est bien au pouvoir public de contribuer à cette impulsion, à ce coup de pouce financier. Ça créera un cercle vertueux que j'ai décrit au début. Et in fine, alors je vais décrire les chiffres dans le désordre, en commençant par la fin, une trentaine de % de voyageurs en plus, une baisse du prix du billet de l'ordre de 10%, et aussi un gain, dans ce scénario certes extrême, pour le gestionnaire d'infrastructure de 10%, parce qu'il y a plus de sillons qui sont consommés. Voilà. Dans un scénario intermédiaire à plus court terme, ce serait peut-être plus équilibré. J'ai encore 1 minute. 1 minute. C'est ma dernière diapo. Juste pour dire que, pour pas que le tableau soit trop rose,
bon, c'est pas fait exprès, si là il est tout noir, mais la hausse du prix du péage, pardon, la baisse du prix du péage, c'est pas suffisant non plus pour tout seul créer cet effet vertueux. Il y a d'autres limitations qu'on n'a pas toutes, certaines on les a modélisées, mais pas d'autres. Il faut que le reste suive, et que le reste suive, ça prend du temps, donc c'est un horizon de plusieurs années, et donc l'impulsion des pouvoirs publics pour le coup de pouce, c'est aussi plusieurs années, le temps que toute la filière industrielle, disons, se mette en branle également. Merci beaucoup Arnaud. On va reprendre un peu tout ce que vous avez dit. Olivier Salès, je voulais revenir sur finalement l'introduction d'Arnaud Aimé. Il le disait, la France a fait le choix de péage élevé. C'est un choix politique ? Alors peut-être revenir sur quelques fondamentaux avant de répondre à cette question. Je pense qu'il faut peut-être rappeler ce que disent les textes. Avant de venir, j'ai regardé à nouveau la directive. La directive, et quand on en parle à la Commission européenne, c'est ce qu'elle dit aussi. Elle dit que la norme pour les péages, c'est les tarifs qui couvrent le coût directement imputable, c'est-à-dire à peu près 20% des coûts encourus pour la gestion de l'infrastructure. Et après, les gestionnaires d'infrastructures, si les États membres les laissent faire, peuvent effectivement ajouter des majorations tarifaires pour concourir à la couverture des coûts fixes. L'autre point qui est intéressant dans la directive, qui concerne plutôt les contrats de performance entre les États et les gestionnaires d'infrastructures, c'est l'article 30, qui effectivement pose comme objectif que le gestionnaire d'infrastructure doit être incité à la baisse de ses coûts par des mesures d'incitation de type réglementaire et donc à la baisse des péages in fine. Alors une fois qu'on a posé ça, en fait, l'équation économique des péages, elle est différente dans chaque pays et elle dépend effectivement avant tout et en premier lieu du financement public qui est posé dans l'infrastructure. Il y a des pays européens, une petite moitié, qui financent complètement les coûts fixes de leur gestionnaire d'infrastructure. C'est pas le cas en France. Et effectivement, aujourd'hui, en France, les péages visent à couvrir les coûts fixes qui ne sont pas couverts par les financements publics. Donc ça, c'est quand même le principal facteur explicatif du niveau des péages. Je pense d'ailleurs qu'il faut être clair, il n'y a pas eu de hausse majeure des péages ces dernières années. Le niveau des péages est très haut depuis plusieurs années. J'ai regardé en fait la hausse en termes réels. Donc si on neutralise l'inflation des péages depuis 2019, et en fait on a une inflation en termes réels qui est en moyenne de plus 0,4%, ce qui reste assez faible. Donc on n'a pas de hausse spectaculaire, on a surtout un niveau qui est assez intrinsèquement élevé, constaté ces dernières années. Et dans une autre mesure, le niveau des péages dépend aussi de la performance du gestionnaire d'infrastructure. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui dans le cas de SNCF Réseau, c'est qu'on n'est pas encore aujourd'hui à la couverture des coûts complets de gestion de l'infrastructure, y compris sur le cycle tarifaire 2024-2026. À la fin de ce cycle, on n'arrive pas encore au niveau de couverture. Donc cette question de l'efficacité du gestionnaire d'infrastructure qui est fondamentale pour un régulateur, elle doit se poser, mais c'est même pas encore la question aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette question de qui doit payer en fait pour la gestion de l'infrastructure. Est-ce que c'est, je vais le dire très basiquement, mais est-ce que c'est le contribuable ou est-ce que ce sont les utilisateurs et qui chacun et dans quelle mesure? Une autre contrainte de l'équation française dans les péages ferroviaires, c'est aussi les textes qui la posent, c'est que les péages des services conventionnés ne peuvent couvrir que la quote-part des coûts du réseau qui sert à leur circulation. Le fret, par ailleurs, et économiquement, on comprend tout à fait, ne paye que les coûts directement imputables, donc l'équivalent de 20% des coûts de fonctionnement du réseau ferroviaire. Donc mécaniquement, les services librement organisés voyageurs, et pour l'essentiel aujourd'hui les services TGV, financent finalement une partie des coûts fixes de l'infrastructure, en dehors, je dirais, de la quote-part de l'infrastructure qui sert à leur circulation. Donc ça, c'est un élément important de l'équation. Ça veut dire aussi qu'il y a des équilibres à questionner sur où finalement les financements publics, je rappelle que l'État paye une redevance d'accès qui est un péage pour les services conventionnés, qui représente à peu près 2/3 des coûts fixes affectés aux conventionnés. Est-ce que finalement l'État ne doit finalement payer que pour les services conventionnés? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire pour le fret en termes de redevance d'accès fret, par exemple, qui pourrait contribuer potentiellement à limiter le niveau des péages pour les services librement organisés de voyageurs? Donc il y a aujourd'hui une équation qui est assez contrainte et qui explique ce niveau élevé des péages en France. Donc pour terminer sur ce point, je voudrais juste dire que le travail du régulateur, c'est de s'assurer que les péages ne dépassent pas les coûts complets. Et sur le cycle 2024-2026 des tarifs, ça n'est pas le cas. Et après, le travail du régulateur, c'est aussi d'éviter ce qu'on appelle les rentes de monopole. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de surprofits, y compris des surprofits qui peuvent être liés
éventuelles inefficiences organisationnelles ou un déficit de qualité de service. Mais tant que ce niveau des coûts complets n'est pas atteint, c'est même pas encore la question aujourd'hui. Roberto Rinaudo, ces péages élevés, c'est vraiment pour vous l'un des principaux freins au développement du ferroviaire en France? Il faut dire qu'en France, les péages sont au moins 4 fois plus élevés qu'en Italie. En Italie, comme on l'a vu, oui. Et ce sont les plus chers en Europe, comme vient d'expliquer Arnaud dans son étude. Il faut envisager aussi que les péages représentent la partie la plus importante des coûts opérationnels d'un opérateur ferroviaire en France. Et cela signifie que c'est compliqué de tenir le modèle économique et que les entreprises ferroviaires sont obligées à se focaliser plus sur les lignes qui sont plus rentables. Et ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a une demande énorme de favoriser et accélérer la transition écologique et donc d'attirer de plus en plus de voyageurs qui passent de moyens de transport qui sont plus pollués vers le train, qui est le moyen de transport qui est le plus durable. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a aujourd'hui une occasion historique pour permettre au secteur ferroviaire de bien contribuer à améliorer et à optimiser le système de la mobilité et donc d'accélérer également la transition écologique. Mais pour faire ça, il faut baisser les prix. Vous êtes convaincu que si on veut vraiment réussir à augmenter l'offre, il faut faire baisser les prix des billets, il n'y a pas d'autre solution? Nous sommes en contact sur le marché tous les jours. Nous faisons des enquêtes de satisfaction. Nous parlons avec nos voyageurs et il y a plusieurs facteurs qui engendrent la décision de la part des voyageurs de décider de prendre le train. Il y a le premier, c'est évidemment le prix. Donc, il faut avoir des prix qui soient attractifs. Après, il y a évidemment la flexibilité, il y a la qualité du service, le confort, etc. Mais il faut travailler sur les prix. Et pour baisser les prix, il faut avoir des coûts opérationnels qui soient plus bas, parce que sinon, il n'y a pas les conditions pour baisser les prix. Olivier Salès, tant qu'on aura une redevance aussi élevée, est-ce que les nouveaux entrants pourront s'installer? Alors, ça dépend d'où ils en sont dans leur étape. Pour Trenitalia, aujourd'hui, la question des péages, elle est effectivement cruciale parce que pour une entreprise ferroviaire qui fait des services à grande vitesse, ça représente une part très, très importante des coûts d'exploitation, bien plus du tiers. Donc c'est un vrai sujet. Pour les nouveaux entrants qui sont dans des stades moins avancés, le sujet, c'est plus un sujet d'accès au matériel roulant, de conditions d'accès à l'infrastructure, aux installations de services. La question se pose un peu plus tard, quand la réalité un peu dure du business plan se fait sentir. Donc aujourd'hui, c'est un constat général et quand on en discute au niveau européen avec les associations aussi représentatives des entreprises ferroviaires, les péages français sont pointés comme étant très élevés. Le directeur des transports terrestres de la DG Move, la Commission européenne, l'a dit déjà publiquement à plusieurs reprises. Donc il y a un vrai sujet, mais qui rejoint l'équation dont je parlais tout à l'heure. Alors il existe quand même des outils à disposition des nouveaux entrants aujourd'hui, ce qu'on appelle qui sont prévus dans le document de référence du réseau, les aides au démarrage, ou la possibilité d'une tarification négociée qui permet en fait, dans des phases de ramp-up, d'avoir temporairement des niveaux de péage moins élevés pour pouvoir faire face, je dirais, aux barrières à l'entrée et se mettre dans une situation plus équitable par rapport aux opérateurs déjà installés. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler sur la structure des péages. Là, c'est le travail aussi du régulateur, sur les propositions qui sont faites par le gestionnaire d'infrastructure. C'est d'avoir la segmentation du marché qui permet d'approcher au mieux la capacité de chaque segment de marché à supporter les péages. Donc effectivement, là où les clients sont le plus faiblement sensibles au prix, on peut faire des péages plus élevés, ça permet de moduler les péages. Et là où la demande est plus sensible au prix, les péages ne peuvent pas être aussi élevés. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut avoir des limites aussi. Et on en revient quand même à cette équation fondamentale du tarif, surtout pour les services à grande vitesse. Oui, juste pour compléter et approfondir, là moi dans l'étude, là on a beaucoup parlé de l'effet vertueux d'une baisse du prix du billet, ça amène des voyageurs supplémentaires et ça lance le cercle vertueux dont j'ai parlé. Et Roberto parlait aussi de la sensibilité des voyageurs à ça. Je voulais rebondir à ce que disait Olivier sur les barrières à l'entrée. Oui. Les barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants, mais je pense que c'est aussi des barrières au développement pour ceux qui sont déjà là. La limite, c'est aussi la capacité à investir dans des nouveaux matériels roulants. Une rame TGV, ça coûte plus de 30 millions d'euros.
c'est un coût immédiat et une recette plus lointaine et plus incertaine. Donc il faut que les financiers, enfin les banques ou les investisseurs qui aident les EF à financer ça soient bien confiantes sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a une rame qui est achetée par un opérateur ferroviaire, ce soit une rame qui gagne de l'argent. Et donc quand on a un prix de péage élevé, alors je disais qu'on peut en répercuter une partie sur le prix du billet, donc de l'induction voyageur, une autre partie que l'EF peut se garder. Si elle se garde cette partie-là, ça veut dire qu'elle génère plus de marge. Et si elle génère plus de marge, elle convainc plus facilement aussi les investisseurs de prêter de l'argent pour acheter des rames supplémentaires. Et je pense que les difficultés qu'on voit en France à tous les niveaux pour le développement du ferroviaire, donc tous les niveaux, c'est quoi? C'est des entrepreneurs du rail pour ceux qui se lancent, pour qui c'est difficile de trouver les financements pour acheter des rames. Je parle deuxièmement des EF qui sont déjà rentrés, qui sont des opérateurs historiques dans leur pays. Donc je pense à Trenitalia et à Renfe, qui vont quand même assez doucement et puis en profitant des rames qu'elles ont déjà. Et puis je parle troisièmement, et là c'est pas un membre de l'AFRA, mais de SNCF Voyageurs qui explique que si elle se développe son activité en Espagne, par exemple, c'est qu'elle peut plus facilement y gagner de l'argent. Et le fait de gagner de l'argent là-bas, c'est ça qui permet de financer le système français. Tout ça, ça montre qu'il y a un problème de marge chez les entreprises ferroviaires. Et avec un prix du péage élevé, il y a moins de marge. Et avec moins de marge, il y a moins de capacité à acheter des rames supplémentaires. Donc après, il ne faut pas être surpris de trouver que les trains sont trop remplis pendant l'été et au-delà. Roberto, vous vouliez peut-être réagir. Puis après, je voudrais vous entendre un peu sur l'exemple italien qu'Arnaud a évoqué brièvement dans l'étude, mais qui a favorisé l'arrivée de nouveaux entrants, sur peut-être une réaction, puis après sur l'Italie. Oui, alors, tout d'abord, il faut dire que cette étude, ce n'est pas un exercice théorique, mais c'est simplement une formalisation mathématique et économétrique de ce qui s'est déjà passé dans la réalité ailleurs, c'est-à-dire en Italie. Nous avons vécu l'ouverture à la concurrence et la baisse des péages, et tout cela a engendré un cercle vertueux qui a donné des bénéfices énormes à tout le système de la mobilité. Parce qu'en fait, à partir de 2015, après l'arrivée du nouvel opérateur, le gouvernement a décidé de faire baisser les péages de la GV presque de 40%, 38% pour la précision. Et à partir de cela, il y a eu une offre qui a doublé après 3 ans et demi. Une part de marché sur la grande vitesse, donc je parle surtout de la ligne la plus importante qui est la Rome-Milan, qui est passée de 30% à 80%. Et donc, il y a eu un report modal énorme. Certes, on partait d'une situation qui était différente par rapport à la France, parce que la grande vitesse en Italie est partie après les années 2000, alors qu'en France, était déjà démarré à partir des années 80. Mais il ne faut oublier que la part de marché ferroviaire globale aujourd'hui sur les voyageurs, c'est à peu près de 10%. Et même le PDG du groupe SNCF avait déclaré que dans leur plan, il y a un objectif de doubler la part de marché. Donc pour faire ça, il faut créer les conditions pour doubler la part de marché. C'est-à-dire, donc, il faut travailler sur tous les facteurs qui permettent en fait d'attirer plus de voyageurs. Donc, en Italie, suite à la baisse des péages, au-delà de l'offre qui a doublé, on a eu des performances économiques plus élevées et meilleures de la part des opérateurs ferroviaires, y inclut l'opérateur historique. Le gestionnaire de l'infrastructure a gagné, donc a réalisé plus de profits et a pu rembourser une partie de la dette. Les profits qui ont été réalisés supplémentaires de la part de l'opérateur historique ont été utilisés pour réaliser d'autres investissements dans le ferroviaire et surtout le système de la mobilité a pu bénéficier d'une véritable transition écologique et d'une satisfaction des clients bien plus élevée, à la fois d'un point de vue de la qualité, mais aussi de l'accessibilité d'un point de vue des prix, parce que les prix ont baissé entre 30 et 40%. On va prendre les questions de la salle, mais juste une dernière question, Olivier Salès. Est-ce que l'on peut baisser le prix des péages sans pénaliser la modernisation du réseau? C'est une autre question qui se pose. C'est une question difficile. Le COI en février 2023 et nous en juillet 2023 avons publié une étude qui montrait qu'il fallait 1,5 milliard d'euros par an de plus de financement pour le réseau, donc pour maintenir le réseau dans son état actuel, c'est-à-dire le régénérer et le moderniser pour qu'il puisse continuer à remplir son office à taille constante.
Donc si on baisse les péages, il faut faire des choix. C'est-à-dire, soit il faut augmenter la subvention publique, soit il faut recourir davantage au fonds de concours qui remonte les dividendes de SNCF Voyageurs. Mais ça a des limites parce que ça crée des destins quand même très liés entre l'opérateur historique et le gestionnaire d'infrastructure. Et puis, ça peut finir aussi par obérer la capacité d'investissement de SNCF Voyageurs, ce qui n'est pas non plus souhaitable. Ça veut dire aussi, est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer des lignes, mais est-ce que c'est compatible avec le doublement du nombre de voyageurs ou de la part modale du fret? Et si oui, lesquels? Sur la base de quelle analyse socio-économique? Donc, il y a quand même une équation un peu compliquée à résoudre ici. On voit bien en tout cas qu'il y a un verrouillage au niveau de la subvention publique qui reste quand même une question assez cruciale, en particulier au regard de ce qu'on peut constater ailleurs en Europe. Après, le point, c'est que si on baisse tout de suite les péages, l'effet va quand même être un peu limité parce que ça va permettre sans doute à des opérateurs comme Trenitalia d'avoir un peu d'oxygène pour le business plan tout de suite. Mais bon, on a des pénuries de matériel roulant aujourd'hui. SNCF Voyageurs a une flotte qui est assez réduite. Donc il n'y aura pas d'augmentation de train tout de suite. Donc une baisse tout de suite, ce n'est pas forcément quelque chose qui va avoir un effet magique. Ça peut même aussi perturber les efforts de régénération qui sont faits aujourd'hui par le gestionnaire d'infrastructure. En revanche, inscrire dans un programme, à travers notamment l'actualisation du contrat de performance, une trajectoire des péages qui peut conduire à une baisse, parce qu'on envisage l'arrivée de nouveaux entrants, on la prépare, il y a tout un écosystème qui se met en place pour aider les barrières à l'entrée à baisser pour les nouveaux entrants. Ça, c'est quelque chose qui peut effectivement être posé. Roberto, oui. Juste deux considérations. La première, que dans le cas italien, le coût de l'État a été zéro, c'est-à-dire qu'au début, il y a eu un coût initial qui a été plus que compensé grâce au circuit vertueux que ce mécanisme a engendré. Et donc, ce n'est pas un coût de la part de l'État, mais on peut parler d'investissement éventuellement, mais pas d'un coût pour l'État. La deuxième chose, c'est que pour garantir une offre plus importante, il faut enlever les contraintes qui empêchent l'arrivée de nouveaux opérateurs. Donc, il faut faire en sorte que d'autres opérateurs puissent contribuer à être complémentaires au groupe SNCF pour faire en sorte qu'il y a plus d'offres de train, qu'il y a plus de disponibilité. Donc, il faut travailler sur les contraintes concernant les accès économiques à l'infrastructure, mais aussi d'un point de vue des accès techniques de l'infrastructure. Dernière chose rapidement, et après on prend peut-être une question de la salle, on n'aura pas le temps d'en prendre beaucoup. Très, très rapidement, notre étude elle a été faite sur la base d'un maintien de la qualité de service assurée par les gestionnaires d'infrastructures. Donc c'est sûr que si la baisse de péage elle est financée par un baisse de budget d'entretien et de maintenance, toute notre situation elle marche évidemment pas du tout. Première chose. Deuxième chose, pour rebondir sur ce que disait Olivier, on pourrait imaginer annoncer maintenant une baisse, quitte à ce qu'elle soit effective à horizon plusieurs années, mais que par contre elle soit bien écrite dans le marbre pour que la machine se mette, pour amorcer la pompe, disons, et avoir le temps de passer commande aux industriels, etc. Parce que les matériels roulants, effectivement, il n'est pas disponible. Et dernier point sur l'induction, nous on a fait l'exercice sur du Paris-Lyon ou du Paris-Strasbourg. Clairement, je ne pense pas que ça marche sur tout le réseau ferré français. Donc peut-être que ce n'est pas toujours utile de mettre une offre ferroviaire ou de faire grossir une offre ferroviaire. Je ne pense pas nécessairement au TGV, mais ça peut être aussi pour des offres régionales, en espérant que les voyageurs viennent. Je ne suis pas sûr que le ferroviaire soit pertinent pour tous les types de trafic. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Bonjour, Paul Labrosse, journaliste pour M6. Je voulais savoir si on connaissait la capacité de sillons supplémentaires. Parce qu'effectivement, le marché aujourd'hui, il y a un certain nombre de sillons, si on veut les augmenter. En l'état du réseau, notamment en l'état des capacités d'aiguillage et de modernisation du réseau, est-ce qu'on sait quel est le potentiel de développement? Oui, alors nous, on a tenu compte dans l'étude, typiquement sur le Paris-Lyon, qui est en cours de RTMSisation, c'est-à-dire d'équipements avec les équipements de signalisation les plus modernes et qui permettent le plus de circulation. Il me semble qu'aujourd'hui, il doit y avoir, je
parle sous le contrôle de SNCF Réseau, une capacité de 13 circulations par heure. Et avec cette installation progressive de l'ERTMS, on pourrait aller jusqu'à 16 circulations par heure, me semble-t-il. Et par contre, on ne peut pas aller au-delà, donc ce n'est pas la peine de chercher à faire davantage d'induction. C'est pour ça qu'on n'a pas fait l'exercice d'ailleurs d'une baisse de péage de 50% aussi, soit dit en passant. Sur le Paris-Strasbourg aussi, on sait qu'on a un potentiel de développement, mais on prend en compte un effet de saturation, effectivement.